décidé de faire une vidéo qui est spéciale pour moi. C'est une vidéo qui va parler d'une question qu'on me pose tout le temps depuis que j'ai commencé les vidéos, c'est qu'est-ce que ça fait de vivre avec le TDI et comment on se rend compte qu'on a le TDI ou comment on ne s'en rend pas compte alors que ça paraît pourtant hyper choquant et anormal par rapport aux autres personnes qui n'ont pas ce trouble-là et comment ça peut passer invisible pour la personne qui l'a elle-même. Pour ça, je vais devoir vous parler de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte et où j'en suis maintenant. Et c'est une vidéo qui est du coup assez difficile pour moi à filmer parce que je vais aborder des choses que je n'ai encore jamais abordées sur internet. Ce sont des choses qui sont assez difficiles à confier en général. J'ai déjà essayé de filmer cette vidéo-là hier, c'était mardi. Et c'était vraiment compliqué. J'ai fini par beaucoup dissocier parce que c'était une vidéo compliquée à faire. Ruby est devenue beaucoup plus proche du front et du coup c'était compliqué. Je voulais aussi faire un trigger warning parce que étant donné que je vais parler des origines de mon TDI, alors je vais pas parler de mes traumatismes spécifiques, c'est quelque chose de beaucoup trop privé pour moi et j'en parlerai que quand j'aurai guéri de ces traumatismes là un jour. Par contre, je voulais faire un trigger warning pour certains sujets que je vais aborder comme l'automutilation, les tentatives de suicide, les troubles alimentaires, surtout l'anorexie et ce genre de sujets assez sensibles. Pour mettre un peu les bases, j'étais une enfant qui était très timide, très réservée, je parlais peu, j'étais souvent stressée et je suis de nature comme ça, je suis une personne qui est très sensible aussi, donc c'était l'enfant que j'étais. Je suis née à Paris et un mois après ma naissance, on a déménagé dans le sud de la France et on a vécu là-bas pendant des années. Ça s'est plutôt bien passé là-bas, relativement bien. Et quand on a dû partir, parce qu'on a dû déménager pour certaines raisons, on allait dans le nord de la France, là où je suis actuellement, bon pas le nord de la France, dans le nord-est. Et là, rien n'est plus vraiment allé du tout. Mon frère, ma soeur et moi, on a dû habiter chez des personnes, je ne dirai pas qui sont ces personnes, pendant quelques temps et j'ai très mal vécu déjà le fait d'être séparée pour la première fois de ma vie en étant toute petite de mes parents, surtout de mon père en fait. Surtout que là-bas j'ai été confrontée à des choses que je n'avais même pas imaginées dans mon cerveau de petit enfant. C'était quelque chose qui était pour moi très nouveau et ça m'a terrorisée. Il s'est passé beaucoup de choses graves que je n'aurais pas dû vivre normalement et qu'aucun enfant ne devrait avoir à vivre. Je le sais maintenant et je sais que je ne dois pas culpabiliser de ce qui m'est arrivé parce que ce n'était pas de ma faute. Et ma psy et moi-même, on pense sérieusement et en fait c'est même sûr que c'est là où se sont passés les traumatismes les plus importants qui ont créé mon TDI. Là-bas j'ai développé des peurs irrationnelles, des phobies comme les métophobies, la claustrophobie qui sont des peurs des phobies du coup qui ont encore un impact sur ma vie après 13 ans, je sais pas combien d'années, et qui ont eu un impact énorme sur toute ma vie et sur lesquels je travaille encore à chaque séance avec ma psy, vraiment à chaque séance, et j'en fais encore des crises d'angoisse. La dernière était hier je crois ou avant-hier. Donc voilà, tout ce que j'ai vécu là-bas ça m'a vraiment forgée en tant que personne, ça a fait de moi qui je suis aujourd'hui. Malheureusement je ne peux pas revenir en arrière. C'est d'ailleurs un exercice sur lequel on a travaillé avec ma psy qui était de m'imaginer moi revenir en tant qu'adulte dans les scènes traumatisantes qui se sont passées quand j'étais petite et de venir aider cette petite fille que j'étais. C'est quelque chose qui me fait du bien de penser à ça mais qui me fait aussi beaucoup de peine parce que j'ai de la peine pour la moi petite en fait. En vivant là-bas pour me séparer de tout ce que je vivais, inconsciemment j'ai commencé à beaucoup dissocier en fait. À l'époque je ne savais pas du tout ce que c'était et je ne me rendais même pas compte. Mais j'étais complètement déconnectée de la réalité, je perdais la notion du temps complètement et c'est quelque chose qui est revenu souvent et de manière récurrente dans ma vie après. C'est quelque chose qui est très courant et tout à fait normal chez les personnes qui ont le TDI, qui s'appelle le trouble dissociatif de l'identité. À cette époque-là, je me parlais constamment à moi-même dans ma tête. Parce que je n'avais évidemment pas d'amis, on venait de déménager, je n'avais personne dans ma vie. J'étais toute seule, voilà, toute la journée, ce qui était très normal pour moi parce que dans le sud de la France j'avais un cercle d'amis, une vie active, des activités, et là je n'avais d'un coup plus rien, tout m'avait été enlevé. Donc j'étais tout le temps dans ma tête, perdue dans mes pensées et je suppliais toujours cette petite voix que j'entendais de rester avec moi pour me rassurer et aller mieux. Cette petite voix c'était en fait Violette, qui est notre alter protectrice, qui est là depuis que je suis toute petite. Je la considère comme un ange gardien, comme une maman. C'est comme ça que je la voyais en tout cas petite, je me rappelle. Évidemment j'avais pas du tout conscience que c'était une alter, que mon cerveau avait créé cette personne-là pour me sentir protégée quand j'étais en danger. Mais du coup c'est cette personne, cette alter qui m'a fait tenir et qui m'a fait
me sentir en sécurité à des moments où je ne l'étais pas du tout. Violette était très souvent là étant donné que j'étais toute seule. Je n'avais pas le droit d'aller dans le salon, la cuisine, on devait rester dans le couloir avec les chiens. Donc on était un peu traités comme des chiens au final. On n'avait pas le droit de jouer, on n'avait pas le droit de se mettre assis dans le canapé, d'aller dans le salon, c'était interdit et on était obligé d'aller à la place des chiens. Et je me rappelle que je me mettais toujours sur un tapis dans le couloir qui était le tapis où notre chien s'installait toujours avec nous. Et je restais là avec elle et très souvent elle venait me consoler quand je pleurais. C'était très mignon. Et dans ces moments-là, pour m'évader, je me créais un univers, j'allais dans un univers qui s'est avéré être notre inner world qu'on a depuis toute petite et qui s'est développé quand j'étais là-bas et que j'étais toute seule. Et je pensais que 5 minutes s'étaient passées alors que des heures pouvaient s'être passées, que d'un coup le soleil était beaucoup plus bas qu'il y a 5 minutes alors qu'en fait il s'était passé 5-6 heures sans que je m'en rende vraiment compte. Honnêtement, je me souviens pas de grand chose de cette période-là, à part des choses très mauvaises. Le fait que parfois j'étais enfermée dans des endroits parce que cette personne savait que j'étais terrorisée d'être enfermée. Et je n'étais pas traitée non plus de la même manière que mon frère et ma soeur. Toujours eu un acharnement contre moi qui s'est vu ensuite en grandissant. Et ça, même des gens extérieurs s'en sont rendus compte, des adultes, malheureusement un peu tard évidemment parce qu'ils pouvaient pas être toujours là, donc c'est normal. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'avais jamais été aimée par cette personne-là. Alors que c'était leur rôle de m'aimer et de faire attention à moi et de prendre soin de moi comme l'enfant que j'étais et que je méritais d'être traitée. Mais c'est pour ça que quand je pense à où est-ce que ça a commencé à merder, c'était vraiment là-bas. Je ne savais pas ce que c'était qu'avoir la peur dans le ventre, une peur profonde et angoissante. Et c'est là-bas que je l'ai ressenti pour la première fois et je l'ai ressenti pendant des mois et des années même après. C'est une peur qui reste toujours nouée dans mon ventre, qui n'a pas du tout aidé non plus mon hémétophobie évidemment. Et c'est quelque chose qui ne m'a plus jamais quittée. Cette angoisse profonde, je ressentais un énorme vide en moi. Et c'est pas normal de se sentir vide à ce point et d'avoir des pensées suicidaires quand on n'a que 6-7 ans. Et malheureusement c'est ce que j'ai dû vivre à cause de tout ce qui se passait. Plus le temps passait et plus je me sentais mal et vide et plus je m'évadais. J'ai mis des années avant de réaliser qu'en fait je suis tombée en dépression quand j'avais 7 ans. Et c'est vraiment grâce à Violette que j'ai pu tenir à cette période-là. Je me rappelle que quand on m'enfermait à clé, c'était une énorme panique pour moi parce que cette personne-là me disait des choses comme tu vas être abandonnée, on va jamais venir te récupérer. Tes parents, ton père t'a abandonné, il t'aime pas. Tu vas mourir ici toute seule. Et ces choses-là, on n'est pas censé les dire à un enfant de 7 ans, évidemment. Et donc, dans ces moments-là, quand j'étais enfermée à clé toute seule, je me rappelle que je courais en hurlant dans la maison, je frappais aux fenêtres parce que j'avais l'impression que j'allais mourir. Un peu comme si on m'avait mis dans un cercueil et qu'on m'avait enterrée vivante. C'était la même sensation que je ressentais. J'avais l'impression que plus jamais je ressortirais et que j'allais mourir ici. Et dans ces moments-là, Violette était là. Elle me rassurait, elle me disait calme-toi, ça va bien aller, ne reste tranquille. Elle me donnait des petits noms, mon petit ange, mon bébé, tout va bien aller. Allume la télé, tu vas regarder Peppa Pig et ça va te faire du bien. Maintenant quand je vois Peppa Pig, je ne me rappelle que de cette période-là. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je me rappelle que je regardais Peppa Pig avec les larmes qui coulaient sur mon visage en me disant regarde, Peppa Pig elle a un gentil papa, elle a une gentille maman, elle a une gentille famille. Un jour t'auras ça aussi, tout va bien, ça va aller, regarde, tu peux même dire que c'est ta famille, ils sont là pour toi, ils vont faire attention à toi. Et j'essaie de me rassurer de cette manière-là, grâce à Violette et grâce à Peppa Pig. Une autre chose qui est assez particulière et que j'ai compris seulement bien plus tard de ce qu'il en était, c'est quand Violette me disait d'aller devant le grand miroir du couloir qu'il y avait dans cette maison. Très souvent dans ces moments de panique, quand j'étais toute seule, Violette me disait va devant le miroir, tu regardes de l'autre côté du miroir, tu verras tout le monde en inversé et c'est comme ça que tu vas pouvoir, comme dans Alice au Pays des Merveilles, nous rejoindre et tu verras, ce sera trop cool. Et ça peut paraître vraiment hyper bizarre dit comme ça, dire comment t'as pu ne pas te poser des questions, il y a une personne dans ta tête qui te dit de regarder de l'autre côté du miroir et ça va te faire venir dans un monde imaginaire, tu t'es jamais posé des questions. Mais c'était beaucoup plus subtil que ça, cette voix qui était Violette, je l'interprétais comme ma petite voix dans ma tête, comme je suppose vous avez une petite voix dans votre tête sûrement qui vous dit des trucs. Et j'interprétais vraiment cette petite voix comme la mienne, plutôt que d'être celle d'un alter. Et dans ces moments-là, quand je me mettais à regarder dans le miroir et à essayer d'observer ce qu'il y avait de l'autre côté,
c'est là où je pense mon cerveau avait trouvé la technique pour me faire dissocier et aller dans notre inner world. C'était à travers de cet objet qui rationalisait cette action-là et qui la rendait normale à mes yeux pour qu'elle soit invisible à mes yeux. Le fait de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le fait de passer dans notre inner world. Évidemment, physiquement, j'étais toujours là, donc personne ne pouvait se douter de rien. Moi-même, je ne me rendais pas compte avec l'amnésie, avec la dissociation et tout ce genre de choses. Il devait y avoir des switches dont je ne me rendais pas du tout compte. Et c'est comme ça que mon cerveau a fonctionné. Au bout de quelques temps, j'ai pu enfin sortir de cet enfer. Ça a été une libération, réellement. Je me rappelle que peut-être 2-3 fois pendant cette période où j'habitais avec eux, il y a ma mamie paternelle qui nous appelait parfois pour venir chez elle et jouer avec mes cousines, que je ne connaissais encore que très peu à cette époque-là, vu qu'on venait d'arriver dans cette région. Et je me rappelle que c'était une libération pour moi d'aller chez ma mamie, et elle voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Elle l'a toujours su et c'est quelque chose dont elle me parle encore aujourd'hui. Elle me l'a toujours dit, j'ai su depuis que t'étais toute petite qu'il y avait quelque chose qui allait pas chez toi. Qu'une enfant n'était pas censée avoir l'air de ce que t'avais l'air quand t'étais petite. Du coup, elle se méfiait énormément des personnes qui nous avaient à notre charge. Et malgré le fait que le soir je devais repartir chez eux et j'avais la boule au ventre quand ils venaient nous chercher, c'était libérateur pendant quelques heures d'être chez elle, et j'aurais tellement aimé avoir l'assurance que j'ai aujourd'hui pour dire petite, non, je veux pas vivre avec toi, je veux vivre avec cette personne-là, je suis pas censée vivre ça et c'est anormal ce que vous me faites subir et j'ai pas à subir ça en étant une enfant et je ne veux plus être avec vous. Mais petite, j'avais pas le choix, tout était fait pour que je n'ose rien dire et pour que j'ai peur en fait, donc voilà. Donc rien n'a jamais plus été normal après quand on est revenu avec nos parents. J'étais passée d'une enfant certes timide et réservée mais quand même joyeuse à une enfant terrorisée partout qui avait des pensées suicidaires. Et à partir de cette période-là, la dissociation, la déconnexion avec la réalité, la dépersonnalisation, tout ce genre de choses sont devenues mon quotidien jusqu'à maintenant et ça restera mon quotidien pendant encore des années, très sûrement. Je me rappelle que quand j'étais en CE2, ma prof voyait les changements dans ma personnalité, dans ma manière d'être, et ça a été la seule, je pense, de toute ma primaire qui se soit rendu compte de cette chose-là. Et en fait ça m'a beaucoup alertée parce que quand j'étais petite, je me rappelle, je m'étais dit mince, elle a découvert. Je savais pas ce qu'elle avait découvert, je pouvais pas me l'expliquer à moi-même, mais je me suis dit, je me rappelle m'être dit mince, je suis à découvert, il va falloir que je cache ça mieux. Elle voyait que je passais d'une enfant en façade normale, joyeuse, très studieuse, très studieuse, à une enfant qui ne faisait plus du tout ses devoirs, qui ne faisait rien, qui ne parlait à personne, qui était déconnectée pendant les cours, qui n'écoutait rien. Et elle voyait ce changement qui se faisait régulièrement et ça l'a vraiment inquiétée. Je me rappelle, ça me marquera toujours parce que c'est à partir de ce jour-là, je pense que j'ai commencé à cacher toutes mes émotions et tout ce qui s'est passé par la suite, parce que je me rappelle, elle avait vu que j'étais pas mal déconnectée et que je changeais, et elle nous avait dit à toute la classe, pour demain vous allez chercher la définition de hippocampe dans le dictionnaire et j'interrogerai une des personnes de la classe pour que vous donniez la réponse. Et je me rappelle quand elle a demandé ça, je le sentais qu'en fait elle m'avait un petit peu dans le viseur. Je me rappelle m'être dit, je suis sûre que demain c'est moi qu'elle va interroger, c'est obligé. Et je ne sais pas pourquoi le soir, je pense que j'ai dû dissocier, déconnecter, je n'ai pas cherché la définition et le matin on arrive en classe et je me suis dit ok c'est sûr elle va me demander la définition de ce qui est un hippocampe. Et ça n'a pas loupé, elle me l'a demandé, j'ai dit que je ne savais pas, que je ne l'avais pas fait. Et c'est le jour-là, elle m'a dit je vais prendre rendez-vous avec ta mère. Elle a pris rendez-vous avec ma mère du coup. Et honnêtement je me rappelle pas de ce qui s'était passé, je crois que j'étais présente mais je suis même pas sûre. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit maintenant on va faire semblant que tout va bien. Je vais faire mes devoirs à la perfection et personne ne verra que quelque chose cloche. Et ça me rassurait d'avoir ce cadre-là de façade, ce masque en fait que beaucoup de personnes portent, TDI ou pas. Et comme ça que beaucoup de choses qui auraient pu être plus visibles si je n'avais pas eu cette expérience-là sont devenues totalement invisibles, même à mes propres yeux. Donc voilà, j'ai grandi, j'ai fait le collège, lycée, etc. Et il s'est passé une ribambelle de traumatismes qui ne m'ont fait que un petit peu plus m'enterrer à chaque année et qui m'ont fait perdre totalement confiance en moi, déjà que je n'en avais pas vraiment depuis cette période de l'enfance. J'ai perdu non seulement confiance en moi mais confiance aux autres aussi parce qu'il s'est passé beaucoup de choses graves et j'aurais dû en parler parce que ces personnes-là auraient pu avoir des peines réellement. Et toutes ces choses-là j'en parlerai sûrement un jour quand je me sentirai prête, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai commencé à me rendre compte que quelque chose ne tournait peut-être pas tout à fait bien chez moi quand j'avais environ 16-17 ans. Ma soeur me répétait constamment que je changeais,
sans me rendre compte, elle me disait mais tu te rappelles d'hier soir, t'étais super bizarre, t'étais pas comme d'habitude. Et cette phrase là c'est devenu un peu une blague entre nous, le ah mais t'es vraiment pas comme d'habitude, t'as changé. C'est une phrase qu'elle me dit tout le temps pour rigoler et que je lui ressors aussi, mais parce que elle me l'a répété des centaines de fois toute ma vie, c'est quelque chose qui revenait tout le temps et chaque fois presque je m'énervais, je lui disais mais comment ça j'ai changé, arrête de raconter n'importe quoi, ça me blesse en fait que tu dis ça, t'es en train de dire que j'ai un double visage, que je suis méchante ou que des fois j'agis mal envers toi, tu te rends pas compte, ça me blesse, etc. À l'époque on ne savait rien de tout ça, maintenant ça me fait rire parce que si on avait su ça aurait quand même simplifié les choses. Il faut savoir aussi que j'ai un journal intime que je tiens, bon j'ai fait des journaux intimes depuis que je suis toute petite mais je les tenais jamais vraiment, j'aimais juste énormément écrire et raconter ce qu'il se passait dans ma vie, mais j'en tiens un depuis des années et des années, donc sur plusieurs livres épais comme ça, un jour je vous les montrerai en vidéo, depuis que j'ai 14 ans jusqu'à maintenant, donc j'ai plein de journaux intimes maintenant. Et je me rendais bien compte qu'il y avait des choses que je racontais dedans dont je n'avais aucun souvenir, ou il y avait des écritures qui étaient vachement différentes des miennes. Et même à l'époque quand je voyais ça, ça me paraissait pas normal parce que pour moi j'étais en mode oh, j'ai dû copier un peu l'écriture de machin, de machine. Donc voilà, beaucoup de choses quand même assez étranges. Je me rappelle même qu'il y avait une prof de français qui était venue me voir et elle m'avait dit mais c'est pas toi qui as fait ta dissertation. Et je lui dis ah si c'est moi. Je me rappelais lui avoir rendu etc. Elle m'a dit bah ton écriture elle est différente de d'habitude dessus. Et plusieurs fois en fait elle venait pendant les contrôles écrits en classe derrière mon épaule pour regarder l'écriture parce qu'elle pensait en fait que je changeais l'écriture et la taille des lettres etc. Pour avoir plus de lignes en fait pour mes dissertations, pour rentrer, enfin je pense que vous voyez, vous savez dans les dissertations souvent on avait un nombre de lignes à respecter et elle pensait que je faisais ça pour gratter des lignes en fait et pour écrire moins du coup, mais non. C'est vrai que petit à petit en alignant toutes ces choses je commençais quand même sérieusement à m'inquiéter parce que je ressentais des émotions qui ne venaient pas de moi. C'est d'ailleurs un sujet de vidéo qui serait important je pense et plutôt intéressant à faire. Les émotions des haltères peuvent couler sur la personne qui fronte. En anglais on dit bleed, donc saigne sur la personne qui fronte. Et des fois je sentais des larmes couler sur mon visage littéralement et je me mettais à pleurer. Mais sorti de nulle part. Je ne savais pas pourquoi je pleurais et ça m'inquiétait réellement parce que j'avais l'impression de devenir folle en fait. J'avais des pics d'émotions, de stress, de joie, de pleurs, de tout ça qui coulait des haltères en fait sans que je le sache et c'est un sentiment qui est très effrayant honnêtement, très effrayant quand on ne sait pas ce que c'est. J'avais vraiment l'impression que j'étais capable de me jeter d'une fenêtre sans le vouloir. J'avais l'impression que quelqu'un contrôlait mon corps de l'intérieur, comme si j'étais possédée. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui ont le TDI sans le savoir ont l'impression d'avoir avant de savoir qu'ils ont le TDI et avant d'être diagnostiqués. Très souvent ces personnes-là ont l'impression d'être possédées par un démon. Et alors, j'ai toujours adoré les films d'horreur, j'en regarde toujours. Et j'ai vraiment eu une période de ma vie où je pensais être possédée par un démon. Je me rappelle que je faisais des rituels pour me purifier et je me disais, bon maintenant si tu ouvres ta main, ça veut dire que c'est toi qui contrôles ton corps et que t'es pas possédé. Donc ouvre ta main maintenant, ferme ta main, fais ci, fais ça, pour essayer de me rassurer et me rappeler que c'était bien moi qui contrôlais mon corps. Tellement j'avais peur de ce que ça pouvait être. Donc voilà. La pire année de toute ma scolarité pré-bac, ça a été la terminale. Ça a été l'année où je suis entrée en très profonde dépression. Je le cachais presque plus parce que je n'arrivais plus à le cacher en fait. Beaucoup de profs s'en sont rendus compte. J'ai eu énormément de soutien de mes profs d'ailleurs, dont particulièrement un qui a été le meilleur prof de toute ma scolarité et qui m'a réellement changée en tant que personne. Et je peux le dire de manière très certaine, c'est une personne qui a été incroyable pour moi. Il m'a beaucoup aidée et même encore maintenant on se parle, on s'envoie des messages. Et c'est une personne que j'affectionne tout particulièrement. Donc en terminale j'avais énormément d'absences mais elles étaient excusées parce qu'il savait que j'étais dans un contexte, un cadre très particulier. Le gérant des lycéens avait créé toutes sortes de choses en place pour moi pour que je me sente le plus à l'aise possible. Donc par exemple pendant les salles de DS je faisais énormément de crises d'angoisse et de crises de dissociation. Donc j'avais le droit d'aller dans une petite cellule. En fait il y avait la grande salle de DS et il y avait une toute petite salle comme ça avec une petite fenêtre, un petit bureau tranquille pour s'aérer etc. Et j'étais complètement isolée des élèves et ça me rassurait. L'infirmière venait me voir régulièrement pour savoir comment j'allais. Lui-même aussi venait me voir régulièrement. Donc mes absences étaient excusées. Aussi je pense pour eux que c'était facile d'excuser mes absences, enfin c'était facile. Enfin, je pense que c'était plus simple pour eux d'excuser mes absences parce que j'avais de très bons résultats. Je travaillais énormément, donc même si je n'étais pas à l'école, je ne glandais pas rien pour autant, je travaillais. Il y a des personnes en dépression qui n'arrivent plus à rien faire, ce qui est normal. J'étais une personne qui
ne pouvais survivre que grâce aux devoirs et à l'école. C'était la chose qui me faisait tenir, ça et faire le ménage et avoir une routine. C'est-à-dire que j'étais vraiment un robot. Je minutais tout dans ma vie, que ce soit ma douche, le temps que je me prenais pour manger, ce que je mangeais, tout était contrôlé, calculé, noté dans un carnet. La moindre calorie, bon ça du coup c'était aussi lié à mon trouble alimentaire, mais très souvent les troubles alimentaires c'est relié à une sensation de perte de contrôle et on veut reprendre le contrôle de notre vie entière et ça passe par compter la moindre calorie et tout ce qu'il y a autour. Du coup mes résultats étaient très bons parce que je faisais en sorte que tout était bien révisé, rangé, trié, classé, tout était propre, etc. Donc j'étais une personne haut fonctionnelle, tandis qu'il y a des personnes qui ne sont pas fonctionnelles. Les deux sont normales, les deux sont valides, hein, pas d'inquiétude. Il ne faut pas que vous culpabilisiez, même si souvent c'est vrai que la culpabilité peut être plus importante encore. Quand les personnes en dépression n'arrivent pas à faire des choses simples comme se brosser les dents, ça devient des épreuves très compliquées, mais bref. Mais j'ai commencé à paniquer, littéralement paniquer, quand j'ai vu des cicatrices apparaître sur mon corps, des blessures que je ne me rappelais pas du tout avoir faites. J'avais commencé à m'automutiler au collège, mais j'ai vraiment pris cette habitude-là quand j'étais au lycée. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur l'automutilation qui me semble être une vidéo très importante. Donc, je vous raconterai toute mon histoire par rapport à ça, mais bref, du coup, je me scarifiais de plus en plus, je me faisais du mal de plus en plus violemment aussi. J'avais aussi toute une sorte de rituel lié à ça qui était très malsain en fait. Donc c'était vraiment quelque chose qui était là pour m'auto-détruire et me faire du bien en même temps. C'était à la fois une punition et une libération de le faire. Donc voilà, et j'ai commencé à beaucoup stresser parce que c'était moi-même qui me scarifiais. Donc je savais où est-ce que je faisais mes cicatrices, je savais où est-ce que je faisais mes blessures. Je savais ce que j'en faisais. Voir mon corps avec des blessures qui n'étaient à des endroits que je n'utilisais pas du tout d'habitude. Et surtout, ce qui m'a beaucoup choquée, ça a été de voir dans mes supprimés récemment des photos de mes bras ensanglantés. Alors que je ne prenais jamais de photos de quoi que ce soit. Lié à tout ça, ça me mettait très mal à l'aise. Ça a commencé à me créer vraiment des sueurs froides, des crises d'angoisse. Je me rappelle qu'une fois, je passais l'aspirateur juste là devant ma porte de chambre. Et d'un coup, en fait, je mettais tout le temps des leggings. Et d'un coup, j'ai senti toutes les cicatrices qu'il y avait sur mes jambes, qui étaient des plaies ouvertes. Hein. Et du coup, avec les fibres du leggings, c'est très désagréable. Et d'un coup, je me suis mis à paniquer, hyperventiler, parce que j'étais en mode qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait. Et j'ai eu cette énorme vague de panique. Je sais toujours pas, je pense que ça venait aussi d'une panique d'autres haltères qui étaient là en mode mais pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, j'ai compris plus tard que ces cicatrices-là qui étaient faites sur mon corps, dont je ne me rappelais pas, c'était Ruby qui les faisait parce que Ruby a été également addict à l'automutilation, comme moi. Et du coup, l'hiver là, cet hiver de ma terminale, j'ai voulu faire une tentative de suicide. Et c'est pas très longtemps après que je n'ai plus été hôte pendant je sais pas combien de temps. Je dirais pendant 1 an et demi, 2 ans, je n'ai plus, moi, Christina, été hôte de notre système. Parce que je n'étais plus en capacité de prendre soin de nous et de nous protéger. Si en tant que hôte vous avez des actions autodestructrices pour votre système et vous le mettez constamment en danger, il se peut que votre place et votre rôle soient remis en question parce que pour la survie du système il faut qu'il y ait un hôte qui tienne à peu près, bien que ça peut être très difficile et du coup ce n'était plus mon cas. Alors je n'ai pas disparu, voilà, je ne me suis pas sentie disparaître non plus. C'est juste que la période où je n'ai plus été hôte, c'est la période dont j'ai le moins de souvenirs de toute ma vie parce que je n'étais plus là la grande majorité du temps. L'hôte, c'est la Terre qui est là la grande majorité du temps et étant donné que je n'étais plus là, je me rappelle de quasiment rien puisque ce n'était pas moi qui vivais ce 80% des journées. Je ne me rappelle que du 20% restant, en gros. Tout ça, ça a commencé à beaucoup me perturber. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu me renseigner sur ce que je vivais pouvait être, sachant qu'entre temps, en terminale, j'avais été forcée à voir une pédopsychiatre, mais j'ai complètement masqué tout ce que je vivais parce que j'avais peur de savoir ce que ça pouvait être, j'avais peur de lui dire, de peur qu'elle m'engueule, voilà. Le fait d'être engueulée, disputée, etc., ce sont des énormes triggers pour moi. Et ça peut remuer énormément de choses très profondément dans mon être et dans notre système. Donc par peur, je ne lui ai rien dit.
et cette pédopsychiatre là, qui ne doit peut-être sûrement plus se souvenir de moi, n'a jamais su du coup que j'ai le TDI. C'est une psychiatre plus tard qui me l'a diagnostiqué. Et donc entre temps, entre cette pédopsychiatre et la psychiatre suivante, j'ai commencé à faire des recherches et je suis notamment tombée sur une vidéo d'une youtubeuse qui... J'en ai parlé dans la vidéo précédente il me semble. Je suis tombée sur une vidéo... Ouais, je suis en pyjama en bas. Je suis tombée sur une vidéo d'une fille qui s'appelait Swan Neptune sur YouTube et maintenant elle s'appelle Dalia Khan. Je suis tombée sur sa vidéo qui parlait du TDI parce qu'à l'époque elle avait été diagnostiquée avec le TDI. Au final c'est un diagnostic qui a été erroné et elle a été diagnostiquée plus tard autiste. Donc elle a parlé du TDI, je me rappelle que ça m'a marqué parce que c'était juste avant la sortie du film Split et elle avait justement dit dans sa vidéo oh il va y avoir un film là-dessus qui va sortir, Split, etc. Et je m'étais dit ah, bah, je le regarderai, ça peut être super intéressant. Je l'ai écouté raconter tout ce qu'elle vivait, etc., ce qu'elle ressentait. Même si au final elle n'avait pas le TDI, elle expliquait ce qu'était le TDI. Mais je me rappelle m'être dit que c'était fascinant, mais que je ne me reconnaissais pas du tout dedans. Et ça c'est quelque chose qui est très courant aussi pour les personnes qui ont le TDI, qui se font diagnostiquer avec le TDI plus tard. Très souvent les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont ce trouble là parce que grâce au mécanisme de défense, au système d'amnésie, aux barrières amnésiques, etc. Très souvent le TDI est fait pour que la personne elle-même qui l'a ne sache pas qu'elle l'est, pour que le système reste protégé en gros et que l'individu reste protégé. Ça ne fonctionne pas de la même manière pour toutes les personnes qui ont le TDI, attention. Je me rappelle d'ailleurs que c'était Dissociated qui est une youtubeuse ayant un système, donc un système qui fait des vidéos sur YouTube, qui est d'ailleurs le système le plus suivi au monde sur YouTube, des vidéos très intéressantes je trouve et qui m'ont énormément aidée. Et elle-même avait dit qu'à l'époque elle était allée dans un hôpital ou quelque chose comme ça et la dame lui avait demandé si elle entendait des voix, ce genre de choses et elle avait dit bah non, pas de voix, non, ça correspond pas, etc. Et au final, bon, c'était passé à la trappe quoi. Et donc moi, c'était un petit peu pareil, je me reconnaissais pas du tout dedans, même si je trouvais ça intéressant. Donc bref, voilà, avec le temps, c'est passé, puis il y a eu le bac, et après le bac, ça a été la pire année de toute ma vie. La période du bac, c'était la seule période de l'année de terminale où je me sentis bien et heureuse et stable. L'été, j'ai dû travailler pour avoir un téléphone portable parce que on n'avait pas d'argent, bref, je ne pouvais plus avoir de portable, je n'en avais plus, donc j'ai travaillé l'été là. C'était il y a quelques années maintenant. Et j'ai énormément relapse à cette période-là, que ce soit dans l'automutilation, parce que j'avais réussi à arrêter pendant quelques mois, que ce soit dans plein d'autres choses, les pensées suicidaires, tout ce genre de choses. Puis il y a eu la fac, et j'ai fait une première année de fac en LEA et je n'ai fait qu'une semaine. Au bout de cette semaine-là, je me suis dit tu ne peux plus. Si tu continues comme ça, tu sais que tu vas te tuer. J'ai décidé pour la première fois de toute ma vie d'en parler. Et j'en ai parlé à ma tante en premier parce que ça me semblait être la meilleure des solutions. C'est grâce à elle que j'ai ma psy actuelle, c'est grâce à elle que ça va beaucoup mieux, c'est grâce à elle que beaucoup de choses. J'ai eu un énorme soutien de sa part. Et donc on allait voir mon médecin et en gros j'ai été arrêtée de la fac parce que ce n'était plus possible mentalement. Je ne pouvais plus. Donc on avait décidé que cette année-là je devais me consacrer à ma santé mentale. Donc j'ai été suivie par une psychiatre. Le suivi a duré peut-être 1 an, quelque chose comme ça. J'ai eu un diagnostic au final. J'étais toute seule à la maison. Je n'avais plus d'amis à cette période-là. J'ai perdu ma meilleure amie à cette période-là qui a mené à une tentative aussi. Sa perte m'avait fait beaucoup de mal. Donc je me suis vraiment retrouvée toute seule, voilà, j'avais plus rien dans ma vie. Plus rien ne rythmait ma vie. C'était un énorme vide de passer de cette routine robotique et hyper intense comme à l'armée. Et là, il n'y avait plus rien. La seule chose qui rythmait ma vie, c'était la séance par semaine que j'avais avec ma psy. C'était un vide intense, une solitude que je n'ai jamais sentie de ma vie et que je n'ai jamais ressentie de ma vie depuis. Et ça a été une dépression très profonde et il s'est passé encore une fois cette année-là malheureusement que des choses mauvaises, franchement, des traumatismes énormes. Donc voilà où j'en étais à cette période-là de ma vie. Il y a notamment un épisode, je pense, qui est l'épisode le plus marquant de cette année-là où j'ai été toute seule. Ça a été quand j'ai voulu faire une tentative de suicide dans la nature. Je crois que Ciel en avait parlé dans une vidéo. Il y avait une forêt juste derrière chez moi en fait, une très grande forêt avec des champs à l'intérieur, etc. Et cet hiver-là, à chaque fois ce sont les hivers où il y a les plus gros traumatismes et où du coup les hivers sont les plus difficiles. Suite à un énorme trigger et quelque chose de violent qui s'était passé, dont je ne peux pas parler parce que ça impliquerait de me mettre vraiment dans une très mauvaise posture d'en parler. Bien suite à cet événement-là, j'ai décidé de partir dans la forêt. Je m'étais pas du tout habillée pour le froid et l'hiver, sachant qu'il y avait une énorme couche de neige partout. Je pense qu'il devait y avoir dans la forêt juste bien 20 cm de neige et je me suis ensevelie sous la neige.
J'avais envie de mourir de cette manière. Et heureusement qu'il y a eu des haltères qui ont été là pour ça, notamment Violette. Et donc voilà. Au final, un jour, j'ai dit à ma psy toute la vérité. Je lui ai dit ça ne va plus. Je vous ai menti tout le long parce que j'avais peur que vous m'engueuliez. J'avais peur de tout. Mais j'en peux plus maintenant. C'est fini. Je vous dis tout et puis voilà. Et elle a été très inquiète car elle a vu le changement. À ce moment-là, on était en co-front, je crois, avec Ruby, parce que je vois Ruby parler, mais j'étais là, je m'en rappelle. On a été mis sous antidépresseurs suite à cette séance-là. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'elle a abordé le TDI, tout simplement. Et pu été suivie par cette personne-là. Et j'ai mis du temps avant de retrouver quelqu'un de bien. Grâce à ma tante, j'ai trouvé une super psy maintenant et qui s'occupe complètement du TDI. Donc voilà, c'était la première psy avec laquelle on travaille vraiment pour les haltères et avec les haltères. D'ailleurs, j'aimerais trop un jour que ma psy fasse des vidéos. D'ailleurs, le jour quand je lui ai parlé de mes vidéos, parce qu'on en parle quelques fois, elle m'a dit mais moi aussi j'aimerais trop me faire ma chaîne, faudra que tu me donnes des conseils. Donc je vous préviendrai un jour si elle se lance sur YouTube. Du coup voilà, je vous ai un peu raconté mon parcours sans du tout rentrer dans les détails. Et encore une fois, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les traumatismes que j'ai vécus, ceux avec lesquels en tout cas je suis à l'aise d'en parler évidemment. Mais voilà comment j'ai vécu avec le TDI, ce qui s'est passé. En règle générale, bon ça n'a pas trop été comme vous avez pu le voir. Mais voilà comment j'ai fini par me rendre compte que quelque chose n'allait pas et ce qui a mené au diagnostic en fait tout simplement. Donc aujourd'hui je vis la période de ma vie qui est la plus heureuse, la plus nouvelle aussi et différente parce que j'ai mon travail maintenant, je fais ce que j'aime, j'adore ce que je fais, je suis hyper épanouie et les haltères commencent à l'être aussi. En tout cas on commence à beaucoup mieux communiquer ensemble et avoir une certaine harmonie. Chaque fois que je fais une vidéo je dis ça, mais je dis ah tiens je vais faire une vidéo sur ça, sur ça, sur ça. Mais je ferai une vidéo sur mon parcours scolaire dans les détails, je ferai une vidéo sur l'automutilation, peut-être que Ruby même la fera parce que c'est un sujet qui la concerne très fortement aussi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce que ça peut faire de vivre avec le TDI, sachant que j'aimerais bien une fois, et je le ferai, une journée dans ma peau, une journée avec moi. Une sorte de vlog en fait, ce sera tout simplement un vlog où je vous emmènerai dans une journée avec moi et qu'est-ce que ça fait d'avoir le TDI, comment ça se passe et voilà. En attendant, si vous avez des questions, si vous avez des retours à faire sur cette vidéo là, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je les lis tous, donc voilà. Encore merci pour votre soutien, ça me touche vraiment. Et il y a de plus en plus de personnes qui se sont abonnées à cette chaîne récemment. Et là on est, à l'heure où je parle, on est plus de 15 000 sur YouTube. Et ça augmente aussi sur Insta, sur TikTok et partout, donc merci à vous tous pour votre soutien, c'est vraiment incroyable. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, on a un Instagram, un TikTok et notre chaîne YouTube, mais on a aussi Patreon qui permet de choisir un abonnement, celui que vous voulez, il y a plein de prix. Je vous fais plein de bisous et on se voit une prochaine fois.